On y va. Cette musique entraînante nous met dans un état d'esprit très agréable. J'espère que c'est le cas pour vous. Dans tous les cas, c'est le cas pour moi, vraiment. Et c'est le cas aussi parce que je sais que nous allons ce soir partager des choses importantes, profondes, qui nous concernent tous. Et j'ai eu grand plaisir à rencontrer Anaïs Gauthier il y a une quinzaine de jours par téléphone. Vous étiez peut-être là il y a une quinzaine de jours lors d'une room du vendredi où nous avons échangé à propos de comment orienter son contenu quand on a la capacité de donner beaucoup d'informations sur des thèmes variés, divers, très prenants. Et doit-on se spécialiser en tant que conférencier, en tant qu'intervenant sur un domaine, quitte à réduire son champ d'intervention, ou rester très ouvert ou très ouverte pour Anaïs et une capacité d'intervention fantastique. Merci Anaïs pour la découverte. Je suis persuadé que celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui vont apprécier de te découvrir. Nous te découvrons grâce à cette room du lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 soirs par semaine à 18h30. La FCP et les speakers.com nous permettent de découvrir, de rencontrer un intervenant, un conférencier, un expert qui vient nous partager ses convictions ou ses savoirs, ses expertises. Et la room du vendredi, elle, est consacrée à des échanges très ouverts entre les intervenants du monde de la conférence, du monde de l'événementiel. Alors, on ne démarre pas une room comme celle-là sans présenter Anaïs Gauthier, bien évidemment, et je vais le faire dès que nous aurons, protocole oblige, dès que nous aurons salué les deux créateurs de cette room quotidienne, tous les soirs à 18h30. Je veux parler, bien évidemment, d'Éric Blot, le patron des speakers.com, cette agence de conférenciers. Bonsoir, Éric. Salut, Gilles. Merci. Bienvenue Anaïs, bienvenue à vous. Merci de prendre le micro ce soir et puis de nous emmener sur votre thème soins et sens de l'entreprise. Grand plaisir, Eric, et merci à toi de nous avoir fait connaître Anaïs Gauthier, et puis également Philippe Boulanger, qui est donc le président de l'Association française des conférenciers professionnels, la FCP. Philippe ? Alors, oui. Alors, effectivement, l'Association française des conférenciers professionnels, mais aussi des maîtres de cérémonie professionnels, dont tu fais partie, mon cher Gilles. Et donc, je suis heureux que tu présentes cette room pour interviewer et interagir avec Anaïs, avec ton professionnalisme et cette voix profonde qui fait notre plaisir à tous lorsque nous t'écoutons sur Clubhouse. Alors, avec une planche comme celle-là, j'ai intérêt à assurer, chers amis, mais nous sommes ensemble d'abord et surtout dans un esprit de découverte, de compréhension et de bienveillance, bien sûr. Alors, une room comme celle-là, et c'est ce qui fait son intérêt et tout son charme, me semble-t-il, c'est qu'elle est très ouverte, bien évidemment. Et vous connaissez le mode de fonctionnement de Clubhouse. Vous pouvez, bien évidemment, appuyer sur la petite main en bas à droite de votre écran et puis vous demander à prendre la parole. On va d'abord faire connaissance avec Anaïs. Ensuite, débat, échange entre les uns et les autres. Et puis cela nous mènera vers 19h30, 19h45, parfois même 20h, mais rarement au-delà, puisqu'il faut être raisonnable, et trouver peut-être une notion sur laquelle Anaïs rebondira, trouver une sorte d'équilibre entre les différentes composantes de nos vies, perso ou professionnelles, et donc profiter des moments de rencontre comme celui que nous avons ce soir avec Anaïs, et puis profiter d'autres activités, nos proches, et savoir faire d'autres choses qui correspondent à ce que nous avons à l'intérieur. Mais je ne veux rien dévoiler. Je vous parle d'Anaïs dès que je vous ai précisé, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, que cette room est enregistrée grâce à une passerelle mise en place par Philippe Boulanger entre Clubhouse et Zoom. Donc cet échange sera enregistré et accessible sur la chaîne YouTube de la FCP dès 20h30, 21h. C'est génial et bravo pour ça, Philippe. Alors, je crois avoir tout dit pour vous permettre de découvrir Anaïs Gauthier, qui est une jeune femme ça ne se dit pas un âge précis, mais on va dire la bonne trentaine, qui a un parcours d'une densité fantastique et qui a vécu des étapes fortes, sensibles,
qui l'ont amené à se découvrir, se comprendre et à tirer des enseignements de son environnement, de son expérience, de ses différentes étapes de vie et puis de ses différents métiers. Aujourd'hui, Anaïs intervient lors de conférences dans des entreprises, dans des réseaux professionnels. Elle écrit. Elle écrit notamment des articles dans des revues spécialisées qui lui demandent d'écrire sur des thèmes. Elle s'autorise même de dire que non, là, j'ai pas envie d'écrire, ou là, d'accord, ça me plaît et je le fais. Elle fait des conférences, elle anime des séminaires, elle organise des séminaires où elle permet aux participants, alors je vais le dire à ma manière, elle rectifiera bien évidemment, de trouver peut-être une sorte d'équilibre entre les moments de nos vies où nous sommes plein gaz, à fond, peut-être trop, et qui ici ne l'a pas été. Nous sommes en général des passionnés dans le monde de l'événementiel, dans le monde de la conférence. Donc des moments de grande intensité qui peut-être consomment beaucoup d'énergie, et puis d'autres moments de pause que l'on a du mal à prendre. Et où, lorsqu'on les prend, on vit une certaine culpabilité parce que quand on est en pause, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la réalisation, on n'est pas dans la réussite que la société ou l'environnement dans lequel on a évolué nous demande. Et il y a certainement plein d'indicateurs que l'on a tous quelque part entendus au moins une fois, qui nous ont parlé, mais que l'on n'a pas pris le temps d'entendre, d'écouter. Dans tous les cas, c'est mon cas à moi. Et je vous promets que mes échanges avec Anaïs m'ont conforté et m'amènent à prendre certaines, non pas décisions radicales, mais quelques décisions concrètes dans mon quotidien. Anaïs, j'aurais terminé de te présenter quand j'aurais dit donc, au-delà de tes séminaires, de tes conférences que tu écris, donc tu as écrit des livres et des conférences, et puis tu proposes des formations de manière à accompagner les gens dans son cheminement que tu vas nous décrire. Nous avons besoin de donner un sens à notre vie et Anaïs fait partie, je vous l'affirme, des gens qui me permettent à moi de cheminer sur la découverte ou la confirmation du mien. Alors, Anaïs, pourquoi, au-delà de ton profil, alors, les clichés, je les donne tout de suite et puis tu vas apprendre la distance qu'il faut par rapport à ça. Profil multipotentiel, hypersensible, toutes ces dimensions qui nous donnent l'impression que c'est encore plus difficile ou encore plus génial pour vous, pour toi, que pour les autres. Bonsoir Anaïs et bienvenue à toi. Bonsoir Gilles, merci beaucoup pour ta belle présentation. Tu es bien placé pour savoir qu'elle est assez spontanée, mais très sincère dans tous les cas. Alors, ton cheminement à toi avec ces 4 facettes de ton activité, est-ce qu'elles te décrivent complètement et est-ce qu'elles correspondent à ta perspective ? Écoute, elles me décrivent pas complètement. J'avais envie d'ajouter la connexion à la nature qui est très importante pour moi et dont je parle beaucoup dans mes articles, dans mes conférences, enfin dans un peu tout ce que je fais aujourd'hui. En fait, mon socle, c'est 2 notions. C'est la notion de soin et de sens que du coup j'ai choisi de mettre dans le titre pour cette room, puisque elles amènent à questionner et à explorer notre rapport au monde. Et en fait, je prends ce prisme-là. Je prends ce prisme de soin et de sens pour questionner et explorer le rapport au monde. Et tu as parlé de formation tout à l'heure. Alors, je suis pas vraiment formatrice, je me vois plutôt comme un guide. Et tu vois, je parle d'exploration plutôt que de formation, puisque j'emmène les gens à aller s'explorer et à aller explorer des notions telles que leur rapport au temps, leur rapport au travail, à la réussite, à l'argent aussi, et à soi et à la nature. Mais le socle de tout ça, c'est vraiment le soin et le sens. Et j'avais noté lors de notre premier échange ces 3 mots. Anaïs est exploratrice du vivant. J'avais adoré cette expression, mais j'en avais pas pris la teneur tout de suite. Donc gardons cette expression et puis peut-être on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous dire quand même ton cheminement ces dernières années? Tu as des étapes clés, des étapes déterminantes. Tu as de belles histoires à nous raconter. Alors il y a 2 étapes clés vraiment qui m'ont transformée. Même s'il m'a fallu pour la première 10 ans, je pense, pour vraiment en tirer les apprentissages. La première, c'est quand j'avais 20 ans. Donc, tu l'as pas dit, mais c'était il y a 13 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais étudiante en licence et cette année-là, qui était une année cruciale pour les études,
je me mettais une pression de dingue, je dormais très peu, mauvaise alimentation, enfin voilà, beaucoup de boulot, pas droit à l'erreur dans ma vision des choses. Et en fait, je suis tombée malade. Je suis tombée malade en milieu d'année et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à toutes les 2 heures devoir aller me coucher 2 heures en fait, grosso modo, parce que mon corps ne pouvait plus absorber la dose de stress, de tension, de fatigue que je lui infligeais. On parle de burn-out là déjà? Bah à l'époque, on en parlait encore assez peu. Finalement il y a pas très longtemps que j'ai compris qu'effectivement on pouvait mettre ce mot-là sur le burn-out, qui est un mot un peu fourre-tout, voilà, dans lequel on peut mettre plein de choses. Mais en tout cas, si on l'entend comme se griller, se brûler, bon bah voilà, là clairement c'était ça. J'allais tout le temps au-delà de mes capacités physiques et sensorielles. Et en fait, par la force des choses, je me suis retrouvée du jour au lendemain à diviser par 4 mon temps de travail. J'étais une très très grosse bûcheuse. Et d'ailleurs, je suis toujours attentive. Tous les jours, je suis attentive de pas aller trop loin. Mais donc, j'ai divisé par 4 mon temps de travail. Et en fait, ce semestre-là, où du coup, j'allais presque plus à l'école, où je travaillais beaucoup moins, et où je prenais soin de moi, et je suis sortie majeure de promo. Alors que pour moi, c'était une catastrophe, ce truc-là. Et donc, là, ça a été ma première claque. En fait, j'ai pris conscience que si je prenais soin de moi, en fait, j'étais beaucoup plus créative et beaucoup plus performante. Et donc ça a déjà été le premier apprentissage, même si j'ai eu besoin de piqûres de rappel, parce que voilà, on prend de bonnes résolutions. Et puis le deuxième apprentissage aussi de cette expérience, c'est que je me suis confrontée à une médecine qui avait pas vraiment de solution en fait à me proposer. Et donc, je suis allée explorer plein de choses et je continue en fait. Mais je crois que ça a été vraiment l'élément déclencheur, c'est que je suis allée m'intéresser à tout ce qui fait notre façon d'habiter le monde et à l'impact que ça peut avoir sur nous, sur notre santé. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser à cette notion de soins et de santé et à prendre conscience de tous les liens qu'il y a entre nos habitats, la pollution de nos habitats, notre alimentation, notre façon de consommer, l'impact que ça avait sur notre santé. Est-ce que tu as conscience de la chance que tu as eue de découvrir cela à 20 piges? Nous sommes nombreux à n'en avoir pris qu'un peu conscience, à 40, 50, peut-être d'autres plus tard, mais c'est une étape déterminante. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu as parlé de mon hypersensibilité en disant, je sais pas si c'est un atout ou un handicap, enfin, c'est pas comme ça que tu l'as dit, mais j'ai compris ça. Et en fait, j'ai cru que c'était un handicap pendant longtemps. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande chance, c'est-à-dire que mon corps réagit très vite. Et donc, comme il réagit très vite, si je l'écoute, en fait, j'ai tout de suite les signaux. Quand je vais trop loin, quand il y a un truc qui va pas, quand je dors pas assez, quand je bosse trop, quand je suis trop stressée. Alors évidemment, ça implique d'être attentive tous les jours. Mais un jour, j'ai rencontré un médecin un peu différent des autres qui m'a dit « Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as ? Parce que du coup, tu peux réajuster tout de suite. Et quand on sait que la recherche aujourd'hui est en train de montrer que finalement, vous entendez peut-être un son extérieur, j'entends du bruit. Il y a une ambulance qui passe, on va la laisser passer. Qui passe. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des chercheurs qui sont en train de montrer que des cancers, des maladies graves, souvent en fait, c'est la conséquence d'un déséquilibre qui a commencé 10 ans avant et qui n'a pas été vu, qui n'a pas été senti par l'individu, soit parce que vraiment il le sentait pas, soit parce que voilà, son mental n'arrivait pas à laisser la place à ça. En fait, je me dis que j'ai beaucoup de chance, ouais. Donc, premier enseignement, être à l'écoute des signaux que nous envoie le corps, peut-être un peu plus que ce que nous avons pris l'habitude de faire. Oui, et puis ça m'a aussi amené du coup au fil des années à m'intéresser à l'environnement, évidemment aux enjeux climatiques, maintenant qu'on peut plus ignorer, mais à l'époque on n'en parlait encore pas autant. Et j'ai découvert l'état de la planète, et en fait j'ai pris conscience que quand je faisais ce chemin de prendre soin de moi, en plus de m'être très bénéfique, en fait c'est aussi positif pour la planète. Et là, du coup, ça a été une espèce d'ouverture, ça prenait sens, c'est-à-dire que ça conscientise un cercle vertueux où, quand je prends soin de moi, naturellement, je me réinscris dans les principes du vivant, et donc indirectement, je prends soin de la nature, je prends soin de la biodiversité, je vais dans le bon sens quant au réchauffement climatique. Donc pour moi, c'est
prendre soin, c'est une notion qui est très importante parce qu'elle m'a soignée et aussi parce que elle m'a fait découvrir, en quelque sorte, que la santé, c'est un peu ce lien essentiel qui nous relie à notre environnement, à notre milieu de vie, en fait, comme tous les autres êtres vivants. Alors, on va transposer ça avec la société, le monde de l'entreprise. Tu chemines donc après cette épreuve ou cette découverte, cet enseignement, finalement cet enrichissement, soyons positifs, c'est du bonus. Et tu chemines jusqu'à un autre épisode important pour toi, une dizaine d'années plus tard. Ouais. Et là, tu as une belle histoire à nous raconter. Ouais, exactement. En fait, j'ai envie de vous raconter une journée de juillet de 2018. Ce jour-là, je suis sur un petit bateau qui est complètement bordélique, rafistolé de partout. Et à la barre, il y a un Captain Ron, qui est instituteur à la retraite. Et tout autour de nous, il y a la mer, les sommets enneigés, rien d'autre. Il y a un soleil de plomb, ça fait miroiter la surface de la mer qui est vraiment calme ce jour-là. Et on attend des heures en fait. Et ce jour-là, je suis au cœur du passage Frederickson, qui est un bras de mer qui est connu dans le monde entier pour l'observation des baleines. En fait, je suis en Alaska et j'attends pendant des heures et des heures au beau milieu de l'océan sans m'ennuyer une seule seconde alors que j'ai rien à faire. Et en fait, j'attends la chance de rencontrer ces fameuses baleines qui viennent se nourrir à cet endroit. Et en fait, ce jour-là, c'était la première fois de ma vie que je me suis vraiment sentie à ma place. Je me suis sentie vivante, heureuse. J'avais l'impression d'être portée par une énergie, cette énergie de vie en fait, qui nous dépasse. Et ce départ en fait en Alaska, il a été motivé par un vrai mal-être. Ça faisait plusieurs années que je me sentais mal, que je sentais que j'allais droit dans le mur, que j'arrivais plus à me lever le matin. Je trouvais pas de sens, en fait. Je sentais que j'étais pas à ma place dans mon travail, que j'étais pas à ma place dans mon lieu de vie, dans mon mode de vie. Et je savais pas quoi faire. Et pourtant, je cochais toutes les cases, en fait. Je cochais toutes les cases que la société nous invite à cocher. Voilà, j'avais un travail, j'avais mon entreprise, j'avais des clients. En fait, tout ça, c'était quelque part censé donner du sens à ma vie. Et en fait, j'étais en train de dépérir. Et cette histoire, je la raconte dans mon premier TEDx que j'ai fait grâce à Eric, qui est présent, que j'ai fait en mars dernier. Parce que ça m'a vraiment confrontée à ce qu'il y avait au fond de moi. Ça m'a aussi remise à ma place d'être humain au cœur d'une nature sauvage, en fait, qui peut être à la fois merveilleuse et en même temps dangereuse, mais qui invite à retrouver notre humilité et à retrouver ce qui nous relie à elle. Et en fait, ça m'a vraiment permis de redonner du sens à mon quotidien. C'est-à-dire quand je suis rentrée, ça a été un vrai catalyseur, cette expérience. Quand je suis rentrée, j'ai questionné. C'est là en fait que j'ai vraiment approfondi mon questionnement sur mon rapport au temps, sur la façon dont je gérais mon énergie, sur mon rapport au travail et donc à la réussite. Et c'est là aussi où j'ai commencé à toucher du doigt l'inadéquation qu'il y avait et la compréhension que je pouvais en avoir entre mes aspirations profondes, mes pensées et mes actions. Et à mon retour, en fait, j'ai décidé de mettre fin. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis un an à peu près. J'ai décidé de mettre fin à toutes mes activités qui ne faisaient plus sens pour moi et qui en plus pour beaucoup participaient à la destruction du vivant parce que dans ma vie passée, j'étais dans l'univers du design mobilier et du bâtiment, de l'architecture d'intérieur et tout ça. Et en fait, j'ai eu besoin de me réaligner avec qui je suis et de construire un quotidien qui a du sens. Et donc, je me suis fait accompagner, évidemment. J'ai pas fait ça toute seule. Je me suis fait accompagner pour identifier, accepter mes talents, les assumer et assumer de les offrir au monde, ce que je suis en train de faire maintenant et aujourd'hui avec vous. Et puis parallèlement, j'ai poursuivi mon exploration, ma démarche de reconnexion à la nature et au rythme des saisons, qui pour moi est un vrai soutien, en m'initiant aux sagesses traditionnelles de notre région du monde en fait. Donc voilà, en fait ces deux expériences que je vous ai racontées, elles ont guidé mes réflexions et c'est elles qui m'ont fait découvrir que aborder la vie avec cette boussole du soin et du sens, eh bien ça m'offre la possibilité vraiment de tendre vers un mieux-être
vers un mieux vivre, hein, comme on pourrait dire, tout en même temps en réintégrant notre humanité dans les principes du vivant. Et c'est là où je trouve qu'il y a un lien qui est intéressant à faire avec le monde de l'entreprise, avec le collectif en fait. Alors tu parles d'humanité, c'est un mot immense. On peut y mettre tellement de choses. Donc j'ai envie de te demander de préciser un petit peu ça, et en même temps, il émane de toi. Alors déjà, bravo pour le récit, parce que sur le lac, on y était tous, vraiment. Et derrière ça, on sent que dans ce que tu mets en œuvre aujourd'hui, dans tes activités, ces deux thèmes de soins et de sens sont omniprésents. Moi, je suis envieux de ça, mais j'ai pas l'hypersensibilité pour le ressentir autant que toi. Tu vois cette petite frustration ou cette dimension? Comment tu fais toi au quotidien, dans ton activité perso et professionnelle, puisque tu développes des activités qui te permettent de gagner ta vie. Comment tu fais et comment ça se passe? Comment tu mets en œuvre ça dans cette notion d'humanité qui est immense à mes yeux? Alors il y a une petite chose que je veux préciser quand j'utilise ce terme d'humanité, c'est que quand je l'utilise, ça s'inscrit dans une vision qui voilà est pas forcément partagée, mais qui aujourd'hui est vraiment est la vision que j'ai, c'est que on dépend, enfin la vie humaine dépend pleinement de la biosphère. Bon, ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dépend complètement de la bonne santé des êtres vivants autour de nous qui sont non humains et de l'équilibre de leur milieu de vie. Et ça veut dire aussi que tout ce qu'on fait, toutes nos activités, notre économie, tout sans exception, dépend de la biosphère. On peut pas s'en exclure. Et moi, en fait, ma croyance aujourd'hui, c'est que finalement, quand j'utilise le mot humanité, pour moi, l'enjeu, c'est la survie de notre espèce, en fait. Et ça peut paraître un peu fort comme ça, mais je suis toujours assez surprise des gens qui disent il faut absolument qu'on sauve la planète. En fait, la planète, pour moi, elle a pas besoin d'être sauvée. Elle est là depuis tellement longtemps. Enfin, elle a une résilience qui est extraordinaire. Elle s'est transformée plusieurs fois. On sait qu'elle a pas besoin de nous pour ça. Par contre, les êtres vivants ont besoin de s'adapter à la transformation de leur environnement de vie. Donc en fait, sinon ils disparaissent. Donc en fait, pour moi, la vraie question, le vrai enjeu, c'est est-ce que nous, êtres humains, nous sommes capables de nous adapter à la transformation de notre milieu de vie dont nous dépendons. Donc je voulais préciser ça quand même parce que voilà, parce que je pense que c'est important de dire que voilà, quand je l'utilise, ça s'inscrit vraiment dans cette idée que pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la survie de notre espèce. Et du coup, pour moi, il est vital que notre humanité et donc que les entreprises prennent conscience de cette importance du soin et de cette importance de la bonne santé, à la fois à l'extérieur d'eux, dans leur environnement naturel, mais aussi en interne, la bonne santé des équipes et des directions. Et pour le sens, c'est pareil en fait. Ça se relie. On va probablement en parler juste après. Après, tu m'as posé une question qui est tellement vaste que je me dis ce serait compliqué. Enfin, je vais pas y répondre là maintenant. Mais ça met en perspective le fait que on peut tous réellement avoir un rôle contributif au maintien d'une humanité solide, fiable et pérenne. Complètement. En fait, mon rôle, quelque part, enfin, ce à quoi je m'attache, c'est révéler les liens d'interdépendance et d'interconnexion entre notre bien-être humain et les enjeux d'écologie globale, qui sont les enjeux de transition environnementale, sociale, sociétale, économique, parce que tout est lié et que c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne dans une approche holistique, systémique, qui révèle ces liens entre des notions ou des thèmes qui sont traités de façon souvent cloisonnée, séparée, alors qu'en fait, tous ces thèmes font partie et s'inscrivent dans cette toile vivante du soin et du sens. Ce qui t'intéresse, ce sont donc les liens qu'il y a entre ces deux dimensions-là. Oui, c'est ça, complètement. Et en fait, je pense que l'industrie, le développement de l'industrie, le développement des sciences nous ont emmenés vers une hyper-spécialisation, vers une pensée en silo, d'ailleurs dont les entreprises ont beaucoup de mal à sortir aujourd'hui,
et qu'en fait, ça nous donne une vision tronquée de nos liens à notre environnement. Et je pense que c'est une des causes, évidemment, c'est pas la seule, mais je pense que c'est une des causes de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et dans la mesure où dans la mesure où on est des écosystèmes, je suis désolée, je suis perturbée parce que j'ai quelqu'un qui sonne à la porte et qui insiste depuis tout à l'heure. Ah, c'est chez toi. Je me demandais si c'était chez moi. C'est pour ça que j'ai un peu bugué, mais je pense que la personne va finir par comprendre que je suis pas disponible. Sinon, tu prends 30 secondes et tu règles la question. On peut faire ça aussi. Surtout qu'on vient de toucher un point très important de ton propos, me semble-t-il. Oui, complètement. C'est bon. Je crois que c'est bon. Parfait. Ce qui serait bien peut-être, Anaïs, si tu veux bien, c'est de nous donner un exemple parce que on touche un discours qui est, recevable par le monde de l'entreprise, recevable en théorie, en principe, en intention, mais la réalité au quotidien dans une entreprise, tu le sais mieux que nous, hein, c'est du résultat et l'atteinte des objectifs, quoi, et l'autofinancement du développement. Donc ça passe pas en priorité, bien évidemment. Entre le concept et la capacité à le mettre en œuvre, on fait comment? Alors pour moi, ça passe pas en priorité parce que l'entreprise aujourd'hui continue de répondre à un modèle qui fonctionne plus. Et d'ailleurs, petite subtilité dans le titre que j'avais choisi pour la room, j'ai mis soins et sens de l'entreprise et pas dans l'entreprise, parce que si j'avais mis dans l'entreprise, pour moi, ça voulait dire que je vais m'intégrer dans le cadre de l'entreprise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une entreprise qui répond principalement à des enjeux économiques avec des outils de mesure qui sont le chiffre d'affaires et le PIB, grosso modo. Et qui sont des outils de mesure qui n'ont pas de sens pour le vivant, concrètement. Ça n'a pas de sens pour le vivant. Et si je prends par exemple le PIB ou même le chiffre d'affaires, c'est des outils des outils de mesure qui ignorent tout ce qui pourrait avoir du sens. C'est-à-dire que ça montre effectivement les biens et les services qui sont commercialisés, produits et tout ça, mais pas leur répartition. Ça va montrer les transactions marchandes, ça va mesurer les transactions marchandes, mais pas les liens sociaux qu'elles créent ou qu'elles détruisent. Ça va valoriser la valeur monétaire, mais pas les volumes naturels qui sont exploités ou les volumes de déchets qui sont produits. Et donc, ça occulte complètement notre lien à notre environnement et l'impact qu'on peut avoir dessus. Ça tient pas compte non plus de l'état de santé, de l'espérance de vie, parce que l'état de santé et l'espérance de vie sont deux choses différentes. On a une espérance de vie qui augmente, mais dont le bon état de santé diminue, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps en moins bonne santé. Et ça tient pas compte non plus du sentiment de bien-être, de bonheur que les personnes peuvent ressentir dans leur vie en général, et donc en s'impliquant dans un travail, dans les projets qu'elles soutiennent, etc. Donc en fait, pour moi, il y a un vrai enjeu de questionnement, c'est-à-dire que je crois que vouloir transformer l'entreprise pour qu'elle s'intègre dans les principes du vivant, sans introspection et remise en question intime, individuelle, de tous les êtres humains qui la composent, en fait, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que ça conduit à un espèce de millefeuille de solutions qui vont être prêtes à consommer, qui sont proposées d'ailleurs par énormément de cabinets en transition, de consulting, etc., et qui partent d'une bonne intention, parce qu'elles partent de la prise de conscience de l'urgence dans laquelle on est, mais qui finalement, en fait, restent très cosmétiques parce que ça reste en surface et que ça va pas aller réellement, ça reste dans une logique de on vous promet de continuer à produire plus, à grossir plus, à faire plus de chiffre d'affaires, à produire indéfiniment, tout en diminuant votre impact sur la planète. Ça veut donc dire que pour toi, la solution serait beaucoup plus dans une prise de conscience individuelle ou dans une mise en œuvre d'actions différentes individuellement, et le cumul de ces prises de conscience et de ces mises en œuvre individuelles contribueront à l'évolution des sociétés et donc par là des entreprises. Oui, complètement. Et je suis en train de lire un bouquin que j'ai découvert là il y a 15 jours qui m'a sidérée sur les peuples premiers, et j'avais envie de vous parler de ça ce soir parce que les peuples premiers, on en parle de plus en plus en ce moment, ils relient de façon complètement intuitive
cette notion de bonne santé et de sens. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder avec le prisme de nos entreprises. C'est-à-dire que pour eux, pour ces peuples, quel que soit, en plus c'est mondial, c'est-à-dire quelles que soient leurs origines, leur géographie, leur culture, ils ont tous cette vision qui réunit le sens de la vie et la santé ou la maladie, hein, du coup. En fait, pour eux, la bonne santé de l'individu n'est pas une finalité. C'est un baromètre de l'équilibre individuel et collectif. C'est-à-dire que l'individu en bonne santé est en harmonie avec lui, avec les autres et avec la nature. Et la place de l'individu dans le collectif est centrale dans ces sociétés. Et que ce soit chez les Maasai au Kenya ou chez les Lakota en Amérique, l'individu, depuis l'enfance, dès son plus jeune âge, va être guidé à découvrir qui il est et quel est son talent, pour qu'ensuite, adulte, il puisse déployer son talent au service de la communauté. Et là où je trouve que ça devient encore plus intéressant, parce que là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu se réalise tout en contribuant au collectif. Mais en plus de ça, lorsqu'un individu est malade, qui a un mal-être, qui a un comportement qui pose problème pour le collectif, en fait, pour eux, ça signifie que l'individu n'est plus à sa place et qu'il y a déséquilibre dans le groupe. Par exemple, dans la vision amérindienne, l'individu qui est malade, en fait, il est jamais malade uniquement de lui-même. Sa maladie ou son dysfonctionnement ou son mal-être, ça va être possible parce qu'il est dans un milieu qui le permet. En fait, la maladie est une co-création entre l'individu et le milieu dans lequel il est, qui le permet. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces sociétés, la personne concernée par la maladie ou par le mal-être, elle est mise au centre de l'attention du groupe. C'est-à-dire qu'elle va être entourée, elle va être accompagnée, on va l'aider à retrouver son chemin intime parce qu'on sait, parce qu'ils ont conscience que sa guérison va participer à la réharmonisation du collectif. Donc en fait, ce lien, tu vois, entre santé et sens de la vie est évident pour eux, tout comme le lien entre individu et collectif. Et moi, du coup, en lisant ça, je me dis, mais dans nos entreprises, dans notre société occidentale, la moderne, l'individu malade, la plupart du temps, il est mis à l'écart parce qu'il devient moins productif. Donc, il sort de l'entreprise. Ou alors, il va se mettre à l'écart parce qu'il ne supporte plus le milieu dans lequel il est. Ce que j'ai fait quand je suis partie pendant 3 mois en Alaska. Je suis partie parce que je n'en pouvais plus. J'avais besoin, je disais aux gens, j'ai besoin de m'extraire de là où je suis, de mes conditions de vie. De prendre du recul. Exactement. Et c'est ce que font aussi des salariés qui démissionnent sans savoir ce qu'ils vont faire après, mais parce qu'en fait, ils en peuvent plus du milieu dans lequel ils sont. Merci Anaïs pour ce livre-là. Si tu veux en donner le titre et l'auteur, c'est intéressant. Merci de partager ça et je trouve cet exemple-là très très révélateur de ce que tu portes et du message que tu fais passer. Petit intermède pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis un quart d'heure, 20 minutes. Vous découvrez Anaïs Gauthier et si, comme nous, vous êtes pendu à ses lèvres, eh bien, vous pouvez, bien évidemment, vous pourrez écouter à nouveau le début de sa conférence de cette room, si vous l'avez loupé, sur la chaîne YouTube de la FCP. Cette room, elle va durer encore une petite heure, jusque 20 heures. Nous avons donc le temps d'échanger avec Anaïs. Vous pouvez monter on stage, comme on dit, venir poser vos questions, comme l'a fait déjà Virginie, comme l'ont fait Virginie et Josette. Alors, si tu veux bien, Anaïs, tu vas nous donner les coordonnées de ce livre-là, et puis on fera la liaison avec ensuite ton approche, et puis il faut qu'on parle un petit peu de ton école. Ah oui, tout à fait. Alors, si tu veux bien, on donne la parole à Virginie, à Josette, et puis ensuite on prend le manche sur cette perspective de ton approche et de ton école. Bienvenue Virginie. Est-ce que tu voulais intervenir? Il y a Christian qui est là aussi. Moi, je veux bien dire un mot si Virginie ne se manifeste pas. Bienvenue à toi, Christian. Comme ça fera alternance homme-femme. C'est parfait. Alors, moi, je suis très intéressé par tout ce que dit Anaïs. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais réagir.
Le premier, c'est qu'Anaïs nous parlait de l'espérance de vie. Et en fait, pour la première fois, il y a très peu de temps, l'espérance de vie aux États-Unis a diminué, dû aux différents maux que connaît la société américaine, qui sont un stress constant, parce que là-bas, on se fait virer très très facilement et qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le bord de la route. Et évidemment, tous les problèmes de santé qu'ils peuvent connaître avec la malbouffe qui est la leur. Et puis, deuxième point sur lequel je voudrais solliciter Anaïs, c'est comment on fait dans le monde de l'entreprise pour appliquer ce que tu dis, qui tombe un peu sous le sens quand même, dans la mesure où une entreprise, c'est de la productivité, c'est les entreprises croient toujours que les arbres vont monter au ciel, qui pourront être numéro un, qui pourront faire plus, et en plus elles sont gérées à très court terme par des dirigeants qui risquent leur place parce que le cours de bourse doit monter. Est-ce que ceci ne nous amène pas quand même vers une forme de décroissance? Alors, merci beaucoup pour la question, Christian. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais moi, je suis assez convaincue que ça passe par une forme de décroissance. Et en fait, ce mot-là fait peur. Et j'invite les personnes à se documenter sur le sujet, à aller lire, parce que en fait, la décroissance, ça veut pas dire revenir au temps des cavernes et à la bougie, comme beaucoup de détracteurs, pourraient dire. Pour moi, la décroissance, c'est simplement ne plus prendre comme repère la croissance économique, en fait, tout simplement. Et il y a des entreprises qui ont commencé à faire ça. Hein. Je dis pas qu'elles sont toutes en retard. Il y a des entreprises qui ont commencé à prendre le soin de leurs salariés, de leurs équipes et de leur environnement, comme point de mire. Par exemple, je pense à un hôtel dont je me souviens absolument pas du nom, je suis assez mauvaise pour les noms, qui était en Allemagne de mémoire et qui a fait le choix de faire une croix. Donc en fait, alors, je vais vous donner l'exemple et je vais vous commenter après. Ils ont fait le choix de faire une croix sur tous les séminaires d'entreprise dans leur hôtel, qui représentaient une très grosse part du chiffre d'affaires, avec tous les risques que ça implique. C'était un hôtel, un palace, un hôtel très haut de gamme, et en fait, la direction explique que ça n'avait pas de sens de demander à leurs équipes de refaire 40 chambres pour une nuit. Et donc, ils ont fait ce choix-là. Et que ça n'avait pas de sens non plus que 40 personnes viennent en moyen de locomotion jusqu'à eux pour une nuit. Ils ont fait aussi d'autres choix qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui permettent aussi à la fois de sensibiliser les collaborateurs et le public, les clients. Par exemple, dans un palace, dans la plupart des palaces, vous pouvez manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ben en fait, ils ont décidé que il y aurait des horaires de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. Et donc, ça restreint. Donc, ça veut dire que vis-à-vis de la concurrence, ils ne proposent plus le service qu'ils proposaient avant. Ils expliquent à leur clientèle que ça permet à leurs équipes, notamment en cuisine, d'avoir une vie en famille, de ne plus embaucher avec des horaires pas possibles et de rentrer en horaires décalés, etc. Et alors moi, il y a les lectures de Laurent Éloi m'ont beaucoup confortée dans ma réflexion. Et il a une phrase que j'ai notée, que je m'étais notée pour vous la partager éventuellement, si ça venait, c'est si 80% de la croissance est écologiquement destructrice et que 80% n'en bénéficient socialement qu'à une infime minorité, pourquoi vouloir continuer à croître? Ça paraît complètement aberrant, en fait. Et donc, ça veut dire quoi? À mon sens, ça veut dire que, en fait, aller questionner le sens de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, en fait, c'est un choix qui est très courageux. Et d'ailleurs, en se rappelant l'étymologie du mot courage, qui signifie qui vient du cœur. C'est un choix très courageux parce que ça nécessite de prendre des risques, peut-être. Ça nécessite de faire des choix qui peuvent être radicaux sans savoir ce qui va advenir. Moi, à ma petite échelle, j'ai fait ce choix-là. Hein. J'ai fermé mon agence d'architecture d'intérieur qui tournait bien, qui me faisait vivre. J'avais des très belles références clients. J'étais plutôt connue dans le milieu des salles de spectacle et tout ça.
j'ai fait le choix d'arrêter parce que ça ne faisait pas sens ni pour moi ni pour le vivant. Avec l'impact, donc j'ai créé l'environnement qu'il me fallait pour me permettre de faire cette transition. Mais ça a nécessité en tant qu'individu d'aller travailler sur mes peurs, sur mes croyances, sur le lâcher prise, sur l'acceptation de l'incertitude. Et donc voilà, je pense qu'en fait ça nécessite un choix courageux et que ça implique d'avoir conscience que la transition d'une entreprise peut se faire que si chaque individu dans l'entreprise évolue également, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une transformation intime qui se fait, parce que c'est ça qui va donner le cap en fait, et qui va pouvoir permettre ensuite à l'entreprise de faire ses choix en fonction du soin et du sens. Est-ce que ce discours-là, Anaïs, est entendu par le monde patronal? Est-ce que tu rencontres des chefs d'entreprise qui te disent oui, vous allez expliquer ça à mon codir, vous allez expliquer ça à tous mes cadres, et oui, on va prendre le taureau par les cornes pour tendre vers cette dimension de cheminement perso et cheminement collectif, pour tendre à une écologie générale, une écologie humanitaire, on dit comme ça, de l'humanité. Oui, alors moi j'appelle pas écologie, ça... pardon pour le mot écologie, mais c'est ce respect. Oui, moi j'appelle ça l'écologie personnelle. Bon, j'ai choisi ce mot pour faire ce lien entre écologie de soi, écologie intérieure et puis enjeux globaux et faire ce lien entre l'individu et le collectif. En fait, tout dépend, c'est-à-dire que il y a un vrai, moi je vois vraiment une transformation des entreprises quand le dirigeant en fait, le ou les dirigeants ou dirigeantes ont commencé à vivre cette transformation intime. Parce que quand on commence à se questionner sur comment je gère mon temps, comment je gère mon énergie, comment je gère en fait mes ressources immatérielles, eh bien ça découle en fait automatiquement à une réflexion sur arrêter d'exploiter les ressources de la planète, prendre conscience des frontières à ne pas dépasser dans notre rapport à notre environnement pour éviter voilà tout ce qu'on connaît, les séismes, les sécheresses, etc. Donc en fait, la transition peut se faire beaucoup plus facilement quand il y a cette prise de conscience du dirigeant, de la dirigeante ou de l'équipe dirigeante. Quand ça part... Pardon, excuse-moi, il faudrait souhaiter que beaucoup de dirigeants de grosses entreprises vivent des épreuves de vie, type le burn-out, type le besoin de prendre du recul, trouver du sens à leur vie d'abord et à leur entreprise après, pour qu'il y ait cette prise de conscience. Et peut-être que le Covid est arrivé au bon moment, finalement. Ces 18 mois nous ont permis de tous, à notre niveau, peut-être de faire une petite séance d'introspection et de hiérarchiser différemment un petit peu nos priorités de vie. Est-ce qu'il faut passer par l'épreuve? Alors, malheureusement, je crois que l'être humain a besoin effectivement de petits chocs, électrochocs pour se remettre en question. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin de tomber gravement malade. Il y a aussi plein de gens qui font ce chemin sans ça. En tout cas, pour les grosses entreprises, moi, ce que je constate, c'est que c'est finalement en emmenant les équipes, c'est-à-dire en permettant au collectif de se retrouver, de se réunir et en créant l'espace-temps où ils vont pouvoir individuellement se recentrer sur eux et en même temps alterner avec des temps d'échange, de communion avec le groupe. Quand il y a cette alternance, dans mes stages, par exemple, je les amène à ça et je suis aussi très attentive à allier la réflexion, donc le mental, et puis l'expérience sensible, sensorielle, par le corps, par le vécu. Et pour moi, c'est une des clés. C'est-à-dire que du coup, la mayonnaise va commencer à prendre. Et quand ça commence à diffuser dans les équipes, eh bien, la direction, en général, finit par sentir les choses. Et ça se fait, c'est long, ça se fait pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est une des solutions. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais mes stages et mes explorations et mes séminaires et tout ça en nature. Mon objectif, c'est de les mettre dans une espèce de bulle où ils vont pouvoir vivre quelque chose de différent
et de plus intime, de plus fort, de plus puissant, où ils vont vraiment pouvoir relier ces notions de soin et de sens, mais avec cette alternance, cette balance entre l'individuel et le collectif. Est-ce que alors c'est peut-être Éric Blot qui, s'il nous entend, pourra répondre à ça aussi. Est-ce que la solution finalement n'est pas non pas de convaincre les dirigeants, mais de d'abord sensibiliser l'ensemble des salariés, donc des événements ou un discours comme celui que tu portes, Anaïs, est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que les gens qui consomment, pardon pour le mot, beaucoup de conférenciers ou de conférences, sont sensibles à cette approche-là? Éric, je vois que tu as ouvert ton micro. J'ai ouvert le micro, oui. Alors moi, j'observe deux choses dans le monde de l'entreprise. Quand les dirigeants, donc un membre du comité de direction est sensible à une cause, il la fait avancer dans son entreprise. Donc, si t'emmènes un dirigeant en Alaska, si tu lui crées une sensibilité à la nature, si lui-même il a un proche qui a fait un burn-out, etc., clairement, tu crées une sensibilité et de toute façon, ensuite, c'est suivi d'action. L'autre observation que je peux faire, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, avec le 2.0, l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que le mouvement venant de la part des collaborateurs ou de managers ou d'un groupe dans l'entreprise peut évidemment faire bouger les choses. Et là, moi, quand j'écoute Anaïs, j'ai l'impression que ce qu'elle dit aujourd'hui et ce qui ressemble à un mouvement de fond est porté par la nouvelle génération. Il est probable que les nouveaux entrepreneurs et que les nouvelles générations de cadres dans les entreprises, donc des gens qui ont 25-30 ans aujourd'hui, amènent ces mouvements-là de manière beaucoup plus volontaire et beaucoup plus efficace que d'essayer de convaincre des gens qui ont 50 ans et qui commencent à penser à autre chose. Et du coup, j'ai envie de rebondir, Eric, sur ce que tu as dit, parce que effectivement, notamment dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, je constate qu'effectivement, il y a toute une génération d'entrepreneurs qui, dès le départ, ont conscience qu'ils ont besoin d'être attentifs à ces notions de soins et de sens. Alors, ils savent pas forcément toujours comment faire, hein, mais et je voulais aussi rebondir sur une autre chose. Je suis très active depuis 2016 dans une association d'entrepreneurs dirigeants qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, que peut-être certains connaissent. Et, le CJD oui, le CJD, complètement. Okay. Et je suis très active là-bas, même si avec mon cheminement maintenant, j'ai l'impression d'être un peu en décalage par rapport aux normes de l'entrepreneuriat français. Voilà, je réponds plus aux normes qui sont attendues comme j'y répondais il y a plusieurs années. Mais justement, en fait, j'y reste parce que j'ai envie de sensibiliser les entrepreneurs et les dirigeants, et donc j'anime des ateliers, j'anime des commissions de travail et tout ça, parce que, comme le disait Eric, je sens que ça va beaucoup plus vite quand il y a un membre de la direction qui est sensibilisé à ça. Le CJD est une organisation qui est régulièrement porteuse de nouvelles initiatives qui, lorsqu'elles réussissent dans un département, sont ensuite déclinées dans les autres départements français. Et il y a quelques évolutions assez sensibles de la société ou de l'organisation des sociétés privées en France qui sont issues, qui sont la conséquence des premières choses qui ont été testées par le CJD 5 ou 10 ans plus tôt. Donc ça peut complètement coller avec ce que tu expliques, Anaïs. Oui, tout à fait. Notamment, l'entreprise à mission, le CJD, a été très précurseur. Alors, sur la performance globale, il y a un certain nombre d'années. Moi, j'étais pas au CJD à l'époque. Sur l'entreprise à mission, assez récemment. Et puis, sur aussi tout ce qui est gouvernance partagée, entreprise libérée. On a des entrepreneurs qui sont membres du CJD, qui font partie des premières entreprises qui ont commencé à s'intéresser à ça et à le mettre en pratique dans leur entreprise il y a 15 ou 20 ans. À une époque où on n'en parlait pas, je pense pas faire d'erreur, même si c'était pas encore j'étais encore étudiante à l'époque, je pense pas faire d'erreur en disant qu'à l'époque on n'en parlait pas vraiment. Non, c'est clair. Merci Anaïs pour cette densité de tes propos et puis cette perspective, parce qu'on va effectivement vers un monde comme celui-là, et on prend conscience avec toi. Peut-être justement que ce n'est pas tant les grandes décisions des structures ou des superstructures ou du politique, même si elles vont compter bien sûr, mais c'est notre rôle à chacun
d'abord en respect de notre équilibre perso entre soins et sens, tes deux piliers, et puis notre contribution, et c'est finalement valorisant de contribuer aussi à l'évolution du monde dans le bon sens. Alors pour ça, et je vais faire mon boulot à revenir à un point qu'on a dit tout à l'heure, qu'on allait évoquer, tu as donc créé une école et tu proposes un cheminement, tu as une méthode à laquelle on pourrait participer les uns les autres si le cœur nous en dit. Est-ce que tu peux nous en parler en nous glissant les coordonnées du livre auquel tu as fait référence tout à l'heure sur ce que l'on peut retenir de ces communautés ancestrales? Alors, les coordonnées du livre, pour tout te dire, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est une catastrophe. Ça, on fera un petit mail après. Talent, mais je peux faire une petite recherche rapide. Je pense que je dois pouvoir le retrouver. Il me semble que c'est ce que les peuples premiers ont à nous dire. Il me semble que c'est ça le titre. Ok, super. Et il y a un sous-titre qui parle de santé. Si tu veux, je peux regarder après quand s'il y a des questions, je prendrai 2 minutes pour trouver la référence. Et effectivement, du coup, j'ai créé l'école d'écologie personnelle qui s'appelle Vivre l'essentiel, à la fois pour partager ma vision à travers donc les conférences, l'écriture, etc., et même des créations. J'ai créé des jeux de cartes. Enfin, je crée des outils aussi vraiment qui sont support de réflexion et de transformation. Ça, c'est ma casquette, mon passé de designer. Et c'est aussi pour créer donc cet espace-temps où chacun va pouvoir explorer son rapport au monde, se relier à soi et à la nature, sans forcément aller jusqu'en Alaska, même si peut-être qu'un jour je proposerai aux gens d'aller en Alaska, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que ce soit accessible. Parce que vraiment, je crois profondément que c'est le chemin de cette transformation intime de soi qui va transformer notre regard sur le monde et nos actions, du coup, dans le monde. Donc, ça prend des formes variées. Mais par exemple, j'ai une exploration en ligne sur 8 semaines, voilà, en petits groupes, où j'invite les personnes à aller explorer les dimensions dont je parlais tout à l'heure, le rapport au temps, au travail, à la réussite, à soi, à la nature, sa place dans le monde, etc. Et en fait, ma méthode, je l'adapte au public que j'ai et aux enjeux, c'est-à-dire que je vais pas m'y prendre de la même façon si je travaille dans une entreprise, pour une entreprise en tout cas, et si je travaille pour des collectifs de pairs, par exemple, l'exploration dont je vous parle, ça réunit des dirigeants ou des pairs, et parfois aussi des particuliers. Parfois j'ai un mélange parce que je crois que le sujet attire des gens qui ont envie, et quand je sens que voilà qu'ils ont leur place là-dedans, moi mon objectif c'est de diffuser au maximum et de sensibiliser au maximum. En tout cas, je tiens quand même à préciser une chose, parce que j'ai appelé ça l'école d'écologie personnelle. Je ne donne pas de réponse toute faite. Je pense que chacun a sa vérité et son chemin à faire. Moi, là où je suis vraiment douée, je trouve, c'est de créer ce cadre, de créer cet espace-temps sécurisant et inspirant. Et là, du coup, j'utilise ma casquette d'exploratrice qui va tester plein de choses, expérimenter plein de choses pour nourrir les personnes, et que là-dedans, ils puissent cheminer, faire leurs propres expériences, leurs propres réflexions, et à la fin, faire leur choix, en fait, et retrouver la liberté de vivre une vie qui est choisie en conscience. Tu es en train de nous dire que pour pouvoir relever des défis au niveau de la société, au niveau du monde associatif, des entreprises, etc., il nous faudrait d'abord, tu n'imposes rien, il nous faudrait d'abord être capable de répondre à toutes ces questions pour soi, pour des petits gestes, en être, non seulement convaincu, mais les bons représentants, être congruent dans cette attitude-là, avant de pouvoir le partager avec d'autres et de relever des défis plus importants. Donc ça passe par une démarche individuelle. Moi, j'ai bien aimé la réaction d'Éric tout à l'heure, qui était de dire, lorsqu'il y a pour impulser des changements dans les entreprises, il faut certainement que les dirigeants aient vécu des moments forts, des moments révélateurs ou des moments d'épreuve. Ça veut certainement dire que tu dois organiser des charters pour l'Alaska, Anaïs, en mettant les PDG des plus grands groupes. Et ce sont à ce moment-là ceux qui te feront intervenir en conférence derrière.
cette perspective de mieux nous connaître nous-mêmes que tu évoquais tout à l'heure, moi me convient très très bien aussi, puisque je crois très fort dans ce que disait Socrate, hein, connais-toi toi-même, c'est quand même un des fondements importants de nos cheminements aux uns et aux autres. Est-ce que Philippe veut dire un petit mot? Philippe est le président de la FCP, Eric est le manager des speakers.com, les deux créateurs de cette room, qu'ils en sont les animateurs. Tous les jours, nous découvrons des experts, des spécialistes, des conférenciers dans leur domaine. Aujourd'hui, Anaïs Gauthier, qui nous met donc en perspective, Philippe, cette nouvelle thématique où on dit les entreprises sont concernées, mais peut-être qu'il faut passer le message d'abord au public et aux individus avant les entreprises. Ton regard à toi là-dessus, Philippe? Écoute, mon regard est celui qui a démarché, qui a commencé la démarche en étant le CSR officer du groupe Neopost à partir de 2005, donc c'est il y a 16 ans de ça, où j'ai initié la démarche effectivement de responsabilité sociétale au sein de l'entreprise, avec tout ce que ça voulait dire en termes d'attention à tout ce qui était écologie et impact carbone. Alors c'est très intéressant de voir que en étant en comité de direction, j'ai ramé comme une brute pendant 5-6 ans avant de commencer à faire passer les idées. Et ce qui finalement les a fait passer, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait démontré que utiliser le transport par bateau coûtait beaucoup moins cher et était beaucoup plus écologique que le transport par avion pour des produits qui étaient fabriqués à l'extérieur de la France, et que finalement il y avait des lois qui se mettaient en place et auxquelles on n'échapperait pas. Et c'est là où j'ai vraiment eu l'écoute du reste du comité de direction. Et en fait, ça s'est très bien passé par la suite. Et ils se sont rendus compte que finalement, il y avait un intérêt évident, au-delà de l'intérêt sociétal, de considérer les choses différemment. Ne serait-ce que parce que justement, en regardant intelligemment le contexte, on pouvait se rendre compte que on épuisait moins de ressources naturelles. Donc en fait, il y a tout un processus qu'on a mis en place qui partait de la recherche et développement pour concevoir des produits qui soient recyclables jusqu'à la supply chain, de manière à ce qu'on puisse avoir des produits qui soient correctement vus par nos clients et aussi par nos investisseurs. Donc je ne peux qu'aller dans le sens d'Anaïs, puisqu'effectivement j'ai vécu moi-même ce genre de révolution en la dirigeant personnellement au sein d'un grand groupe. Bien logiquement, des indicateurs de volume, de productivité, de performance, plus que des indicateurs de bonne santé des salariés, de journée, comment dire, de vie salariés. C'est un ensemble. En fait, on a revu aussi l'environnement de travail des bureaux. On a mis des plantes qui étaient là pour absorber les émanations. Les substances nocives qui sont présentes dans les bureaux. On a revu tous les postes de travail de manière à avoir des postes de travail qui évitent les troubles de position et tous les troubles ostéo qu'on pourrait avoir en parallèle. Donc en fait, les fameux TMS. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une démarche complète qui est vraiment intégrale, je dirais, qui va de la conception de produits au bien-être au travail. Et pour ça, j'avais un collaborateur absolument génial qui était le porte-parole, qui était mon manager porte-parole, et qui lui implémentait ce que on arrivait à faire décider au niveau du comité de direction. Ok, merci Philippe pour cet apport, ce témoignage intéressant. Anaïs, on te demande quoi lorsqu'on te fait venir en entreprise? C'est une présentation de ses perspectives, c'est des réponses concrètes, on va jusqu'à l'analyse de postes de travail, comme l'évoque Philippe. Qui te demande de venir partager ce beau message que tu portes et dont tu t'es fait un petit peu une mission de vie, si je comprends bien avec ce message. Alors, il fut un temps où j'intervenais assez bas dans la chaîne, tu vois, quand j'avais mon agence d'architecture d'intérieur, j'intervenais sur
effectivement le milieu de travail, les postes de travail, etc. Aujourd'hui, plus du tout. J'interviens vraiment très en amont, c'est-à-dire que les entreprises finalement me font intervenir pour des temps d'inspiration et d'ouverture. Alors ça peut être l'entreprise, mais ça peut être aussi des cabinets d'accompagnement en transition, des cabinets de consulting qui me font intervenir assez vite au début de leur démarche pour avoir cette phase tant d'inspiration et d'ouverture sur de nouveaux horizons et créer le cadre qui va favoriser le questionnement. Et donc ça se fait principalement par des conférences, par des ateliers collaboratifs ou par des stages ou des séminaires qui sont internes à l'entreprise. Mais voilà, moi ça va vraiment être créer l'environnement sécurisant pour initier la réflexion et sensibiliser en fait. Sensibiliser à tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire faire prendre conscience aux gens. Ce qui me plaît, c'est que souvent, je démarre en parlant de sujets qui, de prime abord, paraissent complètement déconnectés. Et en fait, une fois que les gens m'ont écouté et ont suivi mon cheminement, il y a un déclic qui se fait parce qu'ils connectent les choses entre elles. Et moi, c'est vraiment là que j'interviens, c'est ça qui m'intéresse. Et après, sur la mise en œuvre, ça va être d'autres personnes qui vont aller accompagner la transition et vraiment agir, mettre en pratique. Moi, je crée le cadre au démarrage et j'aime bien le terme d'idées graines, c'est-à-dire que je vais diffuser des idées graines chez les individus et dans les entreprises pour qu'ensuite elles puissent germer et pousser et grandir. Alors, je vais tomber dans le piège de revenir au réflexe traditionnel de l'entreprise, qui est donc OK, mais derrière, quel investissement, quel retour sur investissement, en combien de temps, et en quoi l'entreprise est gagnante aussi, quoi. Alors en fait, franchement, je vais être très honnête. Je pense que une entreprise qui est dans une logique de combien ça va me rapporter, il faut que je mesure tout. En fait, elle va pas venir me voir. Elle sera pas prête. Je crois que ou alors ça va se faire parce que va y avoir un des dirigeants qui va entendre parler de moi, de ce que je propose, ou qui va lire un truc et du coup ça va faire écho et la curiosité et l'intuition vont faire qu'ils vont me faire venir. Mais c'est évident que je viens quand même favoriser le questionnement avec ce que ça implique d'incertitude et de courage, de dire voilà, en fait je remets tous les fondamentaux en question pour construire une nouvelle vision. Mais en fait je peux pas signer un contrat en leur promettant que la nouvelle vision ça va être ça et que ça va donner tel résultat. En fait c'est pas possible, on peut pas promettre avant d'avoir fait ce travail avec les équipes. Et c'est aussi pour ça que j'interviens souvent en complément de cabinets qui, eux, vont faire un travail plus pratico-pratique dans le dur, si j'ose dire. Tu vas donner un état d'esprit, une perspective, une globalisation de quelques solutions qui seront portées par des cabinets indépendants ou complémentaires dans tous les cas de ton cheminement. Ok Anaïs, je te propose qu'on donne la parole il y a Josette qui est avec nous depuis un moment. Pardon Josette, je ne t'ai pas donné la parole, tu es la bienvenue. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe de cette belle room. Bonjour Anaïs, quel bonheur de t'écouter depuis tout à l'heure. J'étais pas du tout impatiente de prendre la parole. J'ai demandé à monter on stage juste pour dire combien tout ce que j'ai entendu me fait du bien parce que c'est tellement porteur d'espoir, d'un monde rêvé où l'homme aurait enfin trouvé sa place entre cette course folle qui a été stoppée par le Covid et qui n'a qu'une envie, c'est de repartir. Et cet équilibre, le sens et la bonne santé. Moi, j'ai adoré tout ce que tu as dit autour de la bonne santé, du fait que on était
que la bonne santé n'était pas un but en soi, mais qu'elle était le baromètre de la bonne santé d'un collectif et d'un collectif. Moi, j'aime rêver au mot société en général, parce que l'entreprise finalement, ne sont que des micro-sociétés à l'intérieur de cette grande société dans laquelle nous vivons et qui participent de plus en plus donc à beaucoup d'exclusion, à beaucoup de misère. Et quand tu disais si il y a 80% de choses nocives et qui bénéficient à quelques pourcents d'une population, à quoi ça sert de vouloir la croissance? Eh bien, voilà, cette room est pour moi vraiment un pilier, on va dire, de cette réflexion que j'aimerais voir universelle. Et en même temps, ça me donnait aussi beaucoup d'espoir de t'écouter par rapport à toutes ces idées que tu oses avancer dans le monde de l'entreprise. Et si je peux me permettre d'échanger rapidement mon expérience. Alors très rapidement, Josette, si tu veux bien. Ah pardon, non, je me posais la question justement. Ça me donnait l'espoir de d'oser encore plus proposer justement des choses, puisque ma compétence c'est autour de la voix, et de sortir justement, j'y pensais ce matin, de sortir de l'utilisation de la voix justement pour convaincre, pour mieux vendre, pour toutes les choses qu'on a l'habitude d'utiliser la voix. Et je faisais une room ce matin sur avez-vous conscience que votre voix peut vous aider, voilà, et peut vous apporter du bien-être. Donc j'étais dans cette réflexion, Anaïs, et je trouve que cette room de ce soir renforce, on va dire, la légitimité de mon questionnement dans cette pour s'inclure, on va dire, dans cette grande perspective de qualité d'être, de qualité de vie au travail. Et je me permets ce clin d'œil, Josette, tu dis qu'il faut aussi prendre soin de sa voix, bien sûr, avec la voix une expression je lisais du sens de notre vie. Je lisais notamment que la bonne santé d'un individu passe aussi par la bonne santé de sa voix. Donc j'aime beaucoup l'idée d'Anaïs qui dit que la bonne santé d'un individu, et pour moi c'est une bonne santé holistique et totale puisqu'elle inclut la voix, permet, on va dire, la bonne santé du groupe et du collectif dans lequel je m'inscris. Merci Josette. Anaïs, tu veux commenter les propos de Josette et puis on donnera la parole à Joanne qui vient de nous rejoindre. Merci Josette et merci vraiment pour ce partage. Moi, je suis absolument convaincue que effectivement la voix permet bien plus que de convaincre. Et d'ailleurs, je prends plaisir à simplement travailler ma voix, même si le verbe travailler en fait ne serait pas le bon mot parce que ça sous-entend des choses plutôt négatives, difficiles et tout. En fait, non, vraiment, ça me permet de me révéler. Je suis convaincue que la voix est un très bon outil pour se révéler au monde, se révéler à soi d'abord et se révéler au monde ensuite. Donc ça me fait très plaisir d'entendre ça et à l'occasion si tu as envie qu'on échange plus tard, avec plaisir. Avec grand plaisir, Anaïs, je te rejoins sur LinkedIn et on continue notre échange. Merci de m'avoir donné la parole, Gilles. Super, Josette. Avec grand plaisir. Tu sais bien, Josette, nous sommes entre membres de l'AFCP, toujours très heureux de nous entendre et d'échanger. C'est super. Merci à toi, donc, Josette. Est-ce que Johan est là? Oui, il est là. Super. Bienvenue à toi. Merci, Gilles. Bonsoir à tous. Bonsoir à Anaïs. Et merci pour ce moment inspirant. Pour tout vous dire, j'avais prévu de faire une petite sieste et j'ai mis le début de la room et j'ai pas pu dormir. J'ai été captivé, j'ai été inspiré. Donc un grand merci. Mais où es-tu, Johan, pour faire la sieste à Sorcy? Je suis à Nice, Gilles, et j'ai fait deux conférences en visio aujourd'hui et mine de rien,
Je trouve qu'en visio, on donne beaucoup, mais on reçoit moins l'énergie du public parce qu'il n'y a pas les regards, les rires, voilà. Donc c'est parfois plus fatigant en visio qu'en présentiel. Je suis absolument. Alors, d'ailleurs, je suis épuisé, si tu savais. Non, mais c'est vrai. Voilà, pardon, c'était pour le joke. Tu es le bienvenu. Ouais. Est-ce que tu veux questionner ou apporter ton regard sur les propos d'Anaïs? Oui, effectivement, les deux, mon capitaine, je dirais, j'aimerais simplement ajouter un élément, on va dire un rebond et deux petites questions. Le rebond, ça a été sur les acteurs qui vont pouvoir créer un mouvement qui va dans le sens évoqué par Anaïs, le rôle du dirigeant qui va cascader ses décisions. Et ça m'a fait penser vous savez, ce documentaire de DiCaprio qui s'appelait, je crois, Before the Flood. Une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit, je le cite, très souvent, les leaders, notamment politiques, sont souvent des suiveurs. Alors il s'explique, il prend l'exemple de Barack Obama qui, raconte-t-il, était contre, dans cet exemple, le mariage homosexuel. Et puis quand il a vu que le grand public devenait pour, il a changé d'avis, il est devenu pour, et puis il l'a légalisé en Amérique. Et il disait très souvent, les leaders vont suivre les mouvements du public. Et ça me fait réaliser aussi l'importance d'un nouvel acteur, les fameux influenceurs. Je trouve que les masses, le grand public est de plus en plus sensible à l'opinion des influenceurs au-delà des dirigeants. Donc voilà, c'était mon petit rebond. Comment est-ce qu'on peut inclure les influenceurs davantage pour créer ce mouvement-là? Et mes deux petites questions. La première pour Anaïs, donc, enfin les deux pour Anaïs d'ailleurs. Quand tu as fait cette description qui me faisait penser à du Maupassant, tu sais, en attendant les baleines, cette sensation que tu as ressentie, peut-être que j'ai mal entendu, mais je ne crois pas que tu as parlé du moment où les baleines arrivaient. Est-ce que tu les as vues ou pas, ou est-ce que c'était rien que le fait d'attendre en soi qui a été ce moment magique? Donc ça, c'est ma première question. Et peut-être je vous donne la seconde, comme ça je recoupe mon micro. Je salue ta question, vraiment très, 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 très excellente question. Je suis frustré de ne pas l'avoir posée. Merci Gilles. Parfois, je trouve que l'attente est parfois plus magique que l'action elle-même. Et je parle pas seulement des cadeaux de Noël. Et la seconde question, c'est, si j'ai compris, tu interviens à la fois dans des contextes, dans des cadres où les gens sont là en fait pour des virages ou des décollages de carrière, et peut-être parfois pour des entreprises, en plus en mode inspirationnel, sans objectif de réorientation. Est-ce que tu as parfois des consignes ou des lignes rouges à ne pas franchir, entre guillemets, attention à ne pas les faire démissionner, mes équipes? Et comment est-ce que tu gères ton discours pour les inspirer, leur faire prendre conscience sur différentes choses, mais sans non plus créer des vagues de licenciements? Ou alors est-ce que tu te dis, tant pis, on verra bien? Voilà ma seconde question. Je sais pas si elle a été claire, Naïs. Merci beaucoup, Johan. C'était très clair tes questions et je les aime beaucoup. Donc merci. Nous avons avec Johan, petit message clin d'œil au président de la FCP. Nous avons Johan, un maître de cérémonie à confirmer, potentiel affirmé avec Johan. Super, de bonnes questions, un bon moment, c'est génial. Merci. Bienvenue Johan. Alors. Super. Anaïs, la parole est à toi, puis nous sommes impatients de connaître ta réponse pour les baleines. Raconte-nous tout. Eh bien, je suis heureuse que vous ayez rebondi sur ça, parce qu'effectivement, je ne vous ai pas dit si je les avais vus ou pas. Et en l'occurrence, le moment que j'ai raconté tout à l'heure, en fait, c'était avant de les voir. C'est vraiment, ça faisait 4 heures qu'on était sur l'eau, 4h30, je crois. Et vraiment, j'ai vraiment vécu un moment de magie et d'émerveillement, de me sentir à ma juste place, au bon endroit, au bon moment. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que j'ai eu une pensée après pour tous les gens de mon entourage, en imaginant là où ils étaient, dans leur bureau et machin, à Paris et ailleurs.
Et en fait, je voyais pas de sens à ça, alors que je voyais clairement le sens à être sur ce petit rafio en plein milieu de l'Alaska. Et pour répondre à la question, oui, j'ai vu les baleines effectivement plus tard dans la journée, et ça a aussi été un moment hyper émouvant, notamment quand je les ai entendus, parce que il avait une petite sonde qu'il a mis dans l'eau. Et ça m'a vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux d'émotion de les voir et de les entendre. C'était extraordinaire. Et on a passé un long moment. Je m'attendais pas du tout à les voir autant. C'était extraordinaire. Et ça, vraiment, je trouve que ça rend humble. Alors, il y a plein d'autres animaux sauvages en Alaska. Il y a les ours aussi qui ont été un vrai sujet pour moi, parce que j'étais terrifiée de rencontrer un ours au détour d'un sentier, d'un chemin. Mais en fait, je trouve que ça nous replace aussi à notre juste place. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien. Je crois que j'avais besoin de ça. Ça m'a fait du bien de sentir que, en fait, non, je ne suis pas tout en haut de la chaîne, que je n'ai pas le plein pouvoir sur tout, et le monde fonctionne sans moi, continuera de fonctionner sans moi. Je participe, je contribue. Mais il n'est pas complètement dépendant de moi. Et ça aussi, ça m'a fait du bien. Donc voilà pour les baleines. Et si j'ai bien compris, ta deuxième question, c'est comment je... Ben oui, il y a un fil rouge là, il y a un équilibre peut-être à trouver, un discours qu'on peut pas tenir dans un contexte professionnel où les salariés pourraient avoir une réaction un peu entière, ou les chefs d'entreprise. Oui, complètement. Alors, les gens qui me font venir quand même, en général, me connaissent. Je constate que il y a vraiment... enfin, voilà, je sais pas comment ça marche pour les autres, mais en tout cas, pour moi, je constate vraiment que les gens me font appel à moi quand ils me connaissent déjà. Donc, je pense qu'il y a une espèce de, voilà, peut-être de sécurité ou qui émane une confiance. Alors, dans ma vie passée, j'ai eu beaucoup, parce que dans ma vie passée, je questionnais déjà beaucoup, ça, c'est quand même mon truc, la question. Donc, dans ma vie passée, quand je faisais de l'expérience client et tout ça, j'ai eu des entreprises qui m'ont dit, attention, là, en fait, on va pas dépasser ça. J'ai eu des réunions complètement dingues où je sortais de là en me disant, mais en fait, c'est débile. Enfin, ça sert à rien de faire appel à moi. J'ai pas encore eu le cas. Là, j'ai pas encore eu le cas sur les sujets qui sont les miens dans cette période de ma vie. Et ce sera un vrai sujet pour moi, parce que je pense que tout est dans la façon de présenter les choses. Par contre, ne pas dire certaines choses ou mettre un voile sur une partie des sujets, ça me conviendrait pas. Et donc ça, c'est aussi moi, mon choix, mon intégrité en fait. Donc je pense que je suis très attentive à la façon de présenter les choses. J'ai différents sujets de conférence, parce que là, ce que j'ai fait ce soir, c'est de rester très macro pour voilà, que vous puissiez comprendre mon cheminement global et ma vision globale. Mais j'ai des sujets de conférence où je prends vraiment des angles d'entrée. Et en fait, ça déjà, ça rassure en fait les entreprises, c'est-à-dire qu'elles viennent me chercher sur une thématique qui les intéresse, où elles voient quand même ce que ça peut leur apporter. J'interviens pas en mode comme ça, ils savent pas sur quoi je vais intervenir. Ils savent sur quoi je vais intervenir, et je leur donne une trame où ils savent à quoi j'arrive. Maintenant, si ça leur convient pas, j'avoue que en fait, si ça leur convient pas, c'est qu'ils sont pas encore prêts. J'ai pas envie de transformer. En fait, j'ai pas envie de me perdre, quoi. J'ai pas envie de me perdre comme j'ai fait avant, comme j'ai fait dans ma vie passée, et j'ai pas envie de piétiner ce en quoi je crois. Donc, ça demande une certaine intégrité, et voilà. J'espère réussir à m'y tenir. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, Johan. Oui, si, parfaitement. Si j'ai bien compris, sur cette seconde question, tu restes entière, tu restes fidèle à tes valeurs et tes messages, et puis il trouvera résonance qui trouvera résonance. Et sur la question des baleines, tu as ressenti ce moment qui t'a inspiré, indépendamment du fait de les voir, du coup. Si tu les avais pas vus, tu aurais quand même eu cette sensation d'être à ta place? Complètement.
ça a vraiment été le moment le plus fort de cette expérience, mais j'en ai eu d'autres et complètement. Tu vois, je suis partie en ce qu'on appelle dans le background, c'est-à-dire vraiment des zones où il y a rien, c'est accessible uniquement en hydravion, on vous dépose et puis en fait, bah, vous êtes dans la nature, quoi. Il y a rien, il y a pas de réseau, il y a pas âme qui vive, il y a juste les animaux sauvages. Et il y a des fois où j'ai rien vu, en fait, hein, j'ai rien vu, mais il y a aussi ça développe une autre sensibilité. Ça développe une sensibilité à des choses qu'on perçoit autrement que par les yeux. On a d'autres sens. Ça développe l'intuition complètement. Moi, ça m'a vraiment, vraiment reconnecté à mon intuition. Et grâce à ça, je l'utilise au quotidien maintenant. Je suis vraiment très attentive à ça. Et c'est pas forcément simple parce que l'intuition, on croit qu'elle nous dit toujours des choses bien, mais en fait, l'intuition, ça peut être très confrontant parce que ça peut nous emmener sur un chemin où on n'a pas envie d'aller, sur un chemin qui fait peur, ce qui était le cas d'ailleurs pour partir en Alaska. Hein. C'est mon intuition qui m'a poussée, mais ça a été vraiment une épreuve de le préparer et d'être capable de partir seul. Donc voilà, je crois qu'on développe une autre sensibilité. Et donc oui, la réponse est oui, clairement, j'ai vécu ces moments indépendamment de ce qui arrivait. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai eu une chance extraordinaire, comme si tout s'alignait. J'ai vécu des moments où tout le monde me disait tu verras, c'est pas possible. J'ai vécu des trucs, je suis allée dans des endroits, on m'avait dit mais tu sais, c'est dans le brouillard toute l'année, tu verras rien, tu verras pas d'animaux, tu verras pas la montagne. Et évidemment, il y a du brouillard complètement toute la matinée et je suis sur ce bateau et au moment où j'arrive sur le lieu, le brouillard se lève et grand soleil et je vois tout. Et ça, c'est des trucs, ça provoque une émotion mais extraordinaire. Extraordinaire. Chers amis, il nous reste quelques petites minutes. Si vous souhaitez poser une question à Anaïs, c'est le moment de monter on stage. Je voudrais... Ah, qui nous... C'est Christian, Gilles. Oui, Christian, bienvenue à toi. Merci. Anaïs, question sur ton rapport avec les entreprises. Certaines entreprises commencent à afficher leur raison d'être. Il semblerait que ce soit un pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un effet d'affichage pour toi, une technique de marketing ou est-ce qu'il y a une volonté derrière? Est-ce que tu as déjà collaboré avec des entreprises sur cette thématique? Oui, alors c'est une très très bonne question. Effectivement, en fait, ça peut être bullshit, comme pour utiliser un terme à la mode, ou vraiment très pertinent. Tout dépend comment c'est fait, en fait. C'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, mais il est difficile de contribuer à construire une raison d'être si on s'autorise pas d'abord, un peu ce que je disais tout à l'heure, à questionner déjà la pertinence de l'entreprise, parce que c'est facile en fait de sortir une raison d'être et souvent on met dans le mot sens l'utilité. Et en fait, pour moi, le sens, ça n'est pas que l'utilité. Une entreprise peut rendre un service utile à des êtres humains et n'avoir aucun sens pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise et n'avoir aucun sens pour le vivant. Donc, ça nécessite de faire des allers-retours entre le vivant et l'être humain, et ça, à mon sens, implique aussi cette reconnexion à soi. Donc pour moi, la raison d'être de l'entreprise, c'est tout à fait une bonne piste, à condition que ça crée le cadre et que ça intègre d'emmener les parties prenantes et les collaborateurs dans ce questionnement individuel, dans cette reconnexion à soi et cet aller-retour avec le collectif et la raison d'être de l'entreprise. Je trouve que c'est ça qui manque en fait très souvent. C'est-à-dire que se mettre autour de la table en disant on bosse sur la raison d'être et dans 2 jours on sort la raison d'être, ah bah oui, mais en fait comment vous faites pour participer si déjà vous-même vous ne trouvez pas le sens de votre quotidien, si déjà vous-même vous ne savez pas quelles sont vos aspirations profondes, si vous savez pas en fait ce qui vous met en vie, parce que finalement pour moi le sens c'est ça, et l'envie on peut l'interpréter dans 2 sens, en un seul mot
ça va être l'enthousiasme que l'on met aux choses. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps que l'étymologie d'enthousiasme, c'était la présence du divin, c'est-à-dire ce quelque chose qui nous dépasse en nous. On peut aussi le voir en deux mots. Qu'est-ce qui nous met en et vie? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants, vivantes? D'ailleurs, ça fait écho à ce que je vous ai raconté sur les baleines. Donc, quand c'est fait de cette façon-là, oui, pour moi, c'est pertinent. Ça demande du temps, ça demande de l'implication de tout le monde. Malheureusement, je trouve que encore trop souvent, c'est cosmétique, c'est-à-dire qu'on fait un atelier de 2 jours, on dit on sort une raison d'être, et en fait, oui, ça peut dire de l'utilité de l'entreprise à plusieurs niveaux. Ça va pas forcément enthousiasmer réellement au plus profond des personnes, les individus de l'entreprise. Donc pour moi, ça peut être les deux. Ça peut être un truc marketing très très affichage pour dire on fait les choses bien, et puis ça peut être très très pertinent. Et je pense que ça prend du temps quand c'est très pertinent. Et effectivement, notamment dans les séminaires, je fais des séminaires d'entreprise où on va toucher cette question, cette notion de raison d'être, mais en fait, on démarre pas par ça, en fait. Ça découle. On passe par voilà. Par la raison d'être de chacun des participants, Exactement. la connaissance de soi dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Je peux pas m'en empêcher. Moi, j'appelle ça les TAF, les talents, les appétences et les forces. Donc, ce qu'on a en nous, ce qui nous donne envie ou ce qui nous rend effectivement envie. Et si on peut l'exprimer dans le cadre de son boulot, c'est le bonheur. Alors après, c'est dans le cadre d'une grosse entreprise. Est-ce qu'on est tous capables d'avoir suffisamment d'envie commune pour que ça construise une démarche globale, enfin une envie commune, quoi, une envie d'entreprise ou une raison d'être d'entreprise. Difficile, ça. Oui, et ça, d'ailleurs, ça fait écho à à la question de Johan tout à l'heure, parce que j'ai eu le cas autour de moi d'entrepreneurs qui ont pris conscience en faisant ce travail individuel et collectif d'alternance sur effectivement le sens de la vie intime et individuelle et le sens de l'entreprise et la raison d'être, qui se sont aperçus en fait que ça impliquait d'être assez radical, notamment dans le recrutement et dans le choix des parties prenantes, des fournisseurs, des partenaires, etc. Parce qu'en fait, on peut pas imposer à quelqu'un d'adhérer à une raison d'être. On peut pas imposer à quelqu'un de s'enthousiasmer pour quelque chose qui fait pas sens pour lui. Et donc, je pense à cet entrepreneur là. Ça fait longtemps que j'avais pas pensé à lui, mais en l'occurrence, il m'avait dit, en fait, quand je fais les entretiens de recrutement, je fais vraiment parler les gens d'eux pour comprendre dans quelle dynamique ils sont, quelle vision ils ont, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les met en vie. Et en fait, je fais mon choix d'abord en fonction de ça, parce que les compétences derrière, en fait, ça s'acquiert. On rejoint un petit peu la notion de motivation intrinsèque et extrinsèque, et c'est dans les motivations intrinsèques qu'on a une chance de puiser les éléments, les valeurs communes, les perspectives communes qui permettent de partager le même objet de la mission ou de l'entreprise. Puis l'intérêt de l'entreprise à mission est là aussi peut-être, hein. C'est qu'une mission, elle peut avoir une échéance, bien sûr, et puis s'arrêter, puis repartir sur une autre mission. Anaïs, si tu veux rebondir là-dessus, et ensuite j'aurai une ultime question à te poser, en proposant à nos auditeurs, s'ils veulent poser une dernière question, de monter on stage maintenant. C'était très agréable, ça passe très très vite, Anaïs. Désolé. Donc si tu veux réagir sur tout ça. Écoute, rapidement, en fait, je trouve que pour moi, vraiment l'intérêt de l'entreprise à mission, c'est que ça implique dès le départ, dès la création d'entreprise, d'avoir en tête un autre rôle de l'entreprise que le rôle économique dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, je crois que peut-être le maillon le plus difficile de la chaîne, en fait, c'est ce maillon-là. C'est vraiment prendre conscience que, ça paraît bête, hein, mais d'ailleurs, je le dis dans mon TED, en fait, j'ai cru, moi, pendant longtemps que j'étais venue sur Terre et j'ai été éduquée pour avoir un job, pour avoir un travail, mais
mais c'est pas ça en fait. Pour moi, je crois le progrès pour moi, c'est comprendre que finalement on a un temps qui est sur Terre, qu'on connaît pas, qui est plus ou moins long, et qu'il y a plein de choses à faire et qu'on peut contribuer vraiment à construire ce en quoi on croit, mais ça va bien au-delà d'un chiffre sur un bilan comptable ou du chiffre du PIB. Je m'autorise à être imparfait, m'as-tu dit lorsque nous avons fait connaissance il y a quelques jours ou semaines. Je m'autorise à être imparfait, à être tout simplement et à vivre de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. J'ai eu du mal à me relire. Et j'adore cette phrase-là. J'espère qu'elle te convient, non pas comme conclusion définitive, mais comme conclusion de cet échange qui était très agréable, Anaïs. Et pour le clin d'œil, je ne peux pas m'empêcher de saluer, bien évidemment, les organisateurs, Eric Blo et Philippe, le président de la FCP. Saluer tous les participants. Merci Christian, Josette et Johan pour vos questions. Merci à celles et ceux qui ont passé cette bonne heure avec nous. Je voudrais, juste avant de conclure, me permettre un petit clin d'œil. Et tu auras l'obligation, Anaïs, de répondre en moins de 30 secondes, si tu veux bien te prêter au jeu. Tu as eu des éléments déterminants, déclencheurs dans ta vie, à 20 ans, à 30 ans, un burn-out, et puis un voyage fantastique où tout est remis en question, cette notion d'humilité, tu te remets au centre, tu comprends plein de choses, tu hiérarchises tes priorités, c'est quoi ton rôle, ton message dans la vie. Si je comprends bien, il faut un incident ou une épreuve tous les 10 ans. Quelle pourrait être ou quelle sera la prochaine épreuve qui pourrait être déterminante? Pour moi, tu veux dire? Oui. Écoute, j'en sais rien. Je peux pas répondre à cette question. Alors, je ne t'en souhaite bien évidemment pas. C'était au cas où tu aies cette perspective-là et cette résonance à donner à des événements. J'ai plutôt la perspective. Je crois que, alors moi maintenant, je crois beaucoup aux synchronicités. Donc, il se passe plein de choses dans ma vie qui ont du sens, qui prennent sens, qui se font écho. Et en fait, je suis ça. Je suis ça avec pour guide mon intuition. Et le reste, bah écoute, c'est la magie de la vie, hein. Il paraît que quand on commence à bien écouter son intuition, en même temps, sans le vouloir, on écoute aussi beaucoup mieux son corps. M'a dit une arrière-grand-mère d'un de mes amis il y a quelques mois. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Anaïs, c'était un bonheur d'être à tes côtés aujourd'hui. À toute l'équipe, à FCP et lesspeakers.com, grand merci. Bonne soirée à tous. Merci. Et rendez-vous comme tous les jours, hein, demain à 18h30. Anaïs, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, mais je voulais te remercier. Merci beaucoup, Gilles, pour cette soirée. Super, c'était très, très agréable. Et à très, très vite. Et nous parlerons donc de ce que les peuples premiers ont à nous dire. Génial. Merci Anaïs. Merci. Écoute, non, je peux dire qu'une seule chose, c'est merci, merci, merci. C'est un moment de fraîcheur pour quelque chose auquel je crois. Merci Philippe. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. À demain. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Demain. Super, bonne soirée. Bonne soirée. Et si vous voulez